Bonjour, dans cette vidéo on va mettre la lumière sur un résultat très important et très utilisé en analyse. Il s'agit donc du résultat suivant, dont l'énoncé est le suivant. Si je prends deux réels a et b, tel que a est inférieur strictement à b, et je prends f, une fonction qui est définie et continue de l'intervalle ab vers r, tel que f soit de signe constant, eh bien on a l'équivalence suivante. L'intégrale de a à b de f de x d de x est égale à 0, si seulement si, quel que soit x appartient à l'intervalle ab, eh bien f de x égale à 0. Donc déjà à partir de là, on a quelque chose de très simple, c'est le sens inverse. Ça veut dire en passant d'ici à là, il est vraiment évident, donc on va le faire très vite. Donc je regarde le sens inverse, donc je suppose que f c'est tout simplement la fonction nulle. Alors, je vais calculer l'intégrale pour voir. Donc, l'intégrale de a à b de 0 d de x égale. Donc, une primitive de 0, c'est une constante. Donc, ça veut dire que cette constante-là, alors je suppose que ça va faire la constante c entre a et b. Et donc, ça va faire c moins c qui va faire 0. Puisque cette primitive-là, en fait, cette constante-là appliquée à b, ça va faire c, et appliquée à c, ça va faire c, donc ça va faire 0. Donc voilà, l'autre sens, il est vraiment très simple. Par contre, le sens le plus utilisé, donc c'est le sens direct. Donc pour le sens direct, je vais vous proposer deux méthodes. Alors la première, c'est ce qu'on appelle le théorème de Darboux. Donc si vous connaissez bien le théorème de Darboux, eh bien, il est vraiment très simple de voir le résultat. Alors, premièrement, avant de voir ça, le fait que f est de signe constant, on va d'abord dans un premier temps supposer que f est positif. Et après on va voir lorsque f est négatif. Donc juste pour faciliter un petit peu la démonstration. Donc on suppose que f est positif. Très bien. Et donc le théorème de Darboux, alors qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Darboux? Alors, le théorème de Darboux, il nous dit que si f, petit f, est une fonction continue sur un intervalle fermé AB, sur un segment AB, eh bien, tout simplement, cette fonction-là, elle admet une primitive de classe C1 sur AB. Donc, d'après Darboux, il existe f primitive de f sur AB, et en plus de ça, elle est de classe C1. Voilà, donc du coup, alors on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc puisque on a cette intégrale de a à b de f de x, d de x, égale, alors normalement ça doit faire f de b moins f de a. Voilà, et ça va faire 0. Très bien. Et bien, tout simplement, ça veut dire que f de b égale à f de a. Voilà. Mais, encore une fois, le fait que f est une primitive de f, et on avait supposé que f était positif. Ça veut dire que f' est positive, qui veut dire que f est croissante. Bah, c'est les croissantes, et ça veut dire que quel que soit x appartient à AB, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc f de a, pardon, grand f de a, puisque grand f est croissante, grand f de a est inférieur ou égal à grand f de x, est inférieur ou égal à grand f de b. Et comme ça égale à ça, ça veut dire que f de x égale à f de b, et ça, quel que soit x appartient à AB. Qui veut dire que f est une constante. Et donc si f est une constante, eh bien sa dérivée est nulle. f' égale à 0. C'est-à-dire que f, qui est la dérivée de grand f, est la fonction nulle. Donc voilà, on a démontré donc le sens inverse en utilisant le théorème de Darboux. Alors, maintenant on va voir une deuxième méthode.
Alors, bien sûr, donc là on avait supposé que f est positif. Donc si f était négative, on aurait fait le même travail en considérant que grand G est égal à moins f. Donc dans ce cas-là, grand G est positif. Et donc du coup ici, le fait que ça fait 0, donc je peux mettre un moins ici, que je peux faire entrer à l'intérieur ici pour avoir G de x, qui est donc positif. Et par le même raisonnement, je vais obtenir que grand G, enfin, petit g égale à 0, et donc, qui veut dire que f est nul. Voilà, donc c'est pour ça, on se contente de supposer que f est positif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aussi pour la deuxième méthode. On va se contenter juste du cas où f est positif, parce que le cas négatif, on l'obtient par la linéarité de l'intégrale. Très bien, donc on va voir la deuxième façon. Allez, la deuxième façon ici. Alors, la deuxième façon, on va la faire avec la contraposée. C'est-à-dire, alors, je veux démontrer que si, alors bien sûr, on suppose que f, alors toujours on est dans le sens inverse, on suppose que f ici est positif. Voilà, et on suppose aussi que l'intégrale de a à b de f de x, d de x égale à 0. Et on veut démontrer que ça entraîne que f égale à 0. Et bien ici, donc, on va procéder par la contraposée. C'est-à-dire, donc, je démarre alors, non f égale à 0, ça veut dire, il faut que je démontre que si f est différent de 0, alors l'intégrale de a à b de f de x, d de x est différent de 0. Et bien c'est la contraposée que l'on doit démontrer. Donc on va partir sur le fait que f est différent de 0 et on doit prouver que l'intégrale de a à b de f de x, d de x égale à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que f est différent de 0? F est différent de 0 veut dire que il existe un nombre entre a et b pour lequel f est différent de 0. Donc ça veut dire qu'il existe x0 appartient à l'intervalle AB tel que, bien sûr, f de x 0 est différent de 0. Et comme on a supposé que f est positif, cela veut dire ici que ça, c'est strictement positif. Voilà donc l'hypothèse que l'on a ici, et à partir de là, on doit démontrer que ça est différent de 0. Alors, le fait que x0 appartient à l'intervalle AB, alors, il y a trois cas. Donc, soit x0 égale à la première borne, ou bien x0 égale à la deuxième borne, ou bien x carrément, il est à l'intérieur de l'intervalle AB, c'est-à-dire que x il est dans l'intervalle ouvert AB. Donc on va commencer par le premier cas, lorsque x0 égale à 1, et que le cas où x0 égale à b se traite de la même façon que lorsque x0 égale à 1. Et après on va voir le deuxième cas. Alors, premier cas. Donc le premier cas, alors on va supposer que x0 égale à 1. Alors là, il va intervenir le fait que f est continu. Donc le fait que f est continu, ici en l'occurrence f va être continu à droite de a. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la limite, lorsque x tend vers x0 plus de f de x égale à f de x0. Bien sûr, x0 ici, c'est a. Alors, la définition ici, ça veut dire que quel que soit epsilon positive, il va exister un état strictement positif tel que, quel que soit tel que soit x appartient à b, eh bien, si on a x moins x0, puisque là on est donc, le x est plus grand que x0, donc là c'est positif, si ça est inférieur à ce état-là, eh bien, ça entraîne que
f de x moins f de x0 en valeur absolue, c'est inférieur à epsilon. Très bien. Alors, ici, donc ça, alors ça veut dire que ça entraîne que quel que soit x appartient à AB. Alors ici, donc en faisant passer x0 par là, donc je vais avoir x0, x est là, donc inférieur à eta plus x0. Ben, si on a ça, cela veut dire que f de x, ici, donc on va enlever les valeurs absolues ici, pour avoir ici, donc f de x0 moins epsilon, et là, c'est f de x0 plus epsilon. Donc ça, c'est équivalent à ça. Et bien ici, on a quel que soit epsilon positif. Et bien je vais prendre une valeur particulière qui va m'arranger un peu dans ma démarche. C'est que je vais avoir ici quelque chose qui va bien m'arranger. Donc en prenant par exemple epsilon égale à f de x0 sur 2. Parce que f de x0, on avait dit qu'il était strictement positif. Alors, pour epsilon égale à f de x0 sur 2, il va bien sûr exister un état de cette façon-là, comme ça. Et bien, pour ne pas dépasser la borne, donc là, je vais prendre un alpha qui est égal à l'inf, ou bien le min. Le min de quoi? De eta plus x0 et de b. Comme ça, je vais rester donc à l'intérieur de l'intervalle AB. Et bien, à partir donc de ces informations-là, j'ai donc si x appartient à l'intervalle x0, donc là je vais dire a, et là donc alpha, et bien qu'est-ce qui se passe? Donc je peux prendre alpha ici, alors au égal ici, hein, donc sans problème. Et bien qu'est-ce qui se passe ici? Donc cette quantité-là, ça va faire donc f de x0 moins epsilon qui est f de x0 sur 2, donc je vais avoir f de x0 sur 2, parce que là ça va faire f de x0 sur 2, inférieur à f de x, et inférieur, si vous voulez, donc à 3 sur 2, f de x0. En prenant bien sûr, epsilon est égal à f de x0. Et à partir de cet instant-là, on va juste commencer donc à utiliser donc l'hypothèse qui est l'intégrale égale à 0. Donc je sais que l'intégrale de a à b de f de x d de x, on va utiliser la relation de Charles pour aller de a à alpha et ensuite de alpha à b. De a à alpha, f de x d de x plus de alpha à b de f de x d de x. Très bien. Et donc ici, puisque f, on a supposé qu'il était positif, donc cette intégrale-là, elle est supérieure ou égale à 0. Donc cette quantité-là, elle est supérieure ou égale à 0. Donc ce qui permet de minorer cette quantité-là par l'intégrale de a à b de f de x d de x, pardon, de a à alpha. Très bien. Alors, je vais continuer ici. Alors, là, qu'est-ce qu'on obtient là? Eh bien, à partir de là, donc j'ai bien, alors, a à b de f de x d de x, qui est supérieur ou égal à a alpha f de x d de x. Or, lorsque x entre a et alpha, donc lorsque x entre a et alpha, eh bien j'ai f de x qui est supérieur ou égal à f de x0 sur 2. Donc par la croissance de l'intégrale, ça permet de dire que ça c'est plus grand ou égal à alpha de f de x0 sur 2 d de x. Donc là c'est une constante que je peux faire sortir à l'extérieur pour avoir quoi? Et bien pour avoir f de x0 sur 2, donc 1, et en intégrant, donc ça va faire bien sûr alpha moins a. Très bien. Donc je sais que f de x0 sur 2,
il est strictement positif et que alpha est différent de A. Puisque alpha c'est quoi? Ben, c'est le min des deux. Donc soit, alors là, je peux mettre A ici. Comme alpha est strictement positif, donc eta plus alpha est différent de alpha, de A, pardon, et donc aussi de B. Et donc, cette quantité-là, elle est bien sûr différente de 0, et donc qui veut dire que ça, c'est strictement positif. Si elle est strictement positif, ça veut dire que l'intégrale ne peut être nulle, et donc, ça permet de dire que, voilà, donc la contraposée est bel et bien démontrée. Donc voilà, alors, qui veut dire que l'intégrale de a à b de f de x d de x est différent de 0. Et voilà ce qu'il faut démontrer pour la contraposée, bien sûr, dans le cas où x0 égale à 1. Très bien. Alors, le cas où x0 égale à b s'obtient de la même façon, en changeant juste un petit peu dans la définition de la continuité, cette fois-ci à gauche. Voilà, donc on va voir maintenant le cas où ce cas-là, lorsque x est à l'intérieur, x0 est à l'intérieur de l'intervalle AB. Bien sûr, cette valeur-là est possible puisqu'on avait supposé que A est différent de B. Alors, troisième cas, si vous voulez, qui va s'obtenir pratiquement de la même façon et qui va englober, bien sûr, les deux premiers cas. Alors, ici, donc, le troisième cas, là, le x0, tout simplement, il appartient à l'intervalle AB. Très bien. Et donc, toujours avec l'hypothèse que f de x0 est strictement positif. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Alors, le fait que f est continu en x0, cela veut dire que quel que soit epsilon positif, bon, je vais aller très vite, donc c'est comme tout à l'heure, pour f de x0 sur 2 qui est strictement positif, bien sûr, donc il va exister un certain état qui est strictement positif, tel que, quel que soit x appartient à l'intervalle AB, si par hasard on a x moins x0 en valeur absolue inférieure ou égale à état, eh bien, ça va entraîner f de x moins f de x0 est inférieur strict à f de x0 sur 2, qui est strictement positif. Voilà, donc qui veut dire, alors ça, donc ça veut dire que quel que soit x appartient à b. Alors là, on va l'écrire donc d'une façon un peu plus, alors x, donc ici x0 plus état, et là, c'est x0 moins état. Voilà, et donc à partir de là, ça entraîne que f de x, ça c'est comme tout à l'heure, donc on va faire le travail comme tout à l'heure pour avoir ici f de x0 sur 2, et là on va avoir 3,5 donc de x0 sur 2. Voilà, c'est exactement la même chose pour le raisonnement de tout à l'heure. Alors ici, comme x, x0 ici, alors comme x il est en même temps ici, pour avoir un intervalle, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre alpha, c'est le max, pour ne pas déborder donc sur l'intervalle AB. Donc je vais prendre le max entre A et cette valeur-là, donc entre A et la valeur de x0 moins alpha, et je vais prendre bêta pour ne pas déborder sur l'autre borne de l'intervalle, et bien je vais prendre le min de x0 plus état et de b. Voilà, de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vais donc partir de
donc de l'intégrale qui est égale, enfin, pardon, de calcul de cette intégrale-là pour prouver qu'il est différent de 0. Alors, l'intégrale de a à b de f de x d de x égale, en utilisant bien sûr la relation de Charles pour l'intégrale, eh bien, je vais faire donc une intégrale de a à alpha de f de x d de x plus une intégrale de alpha à bêta de f de x d de x plus une intégrale de bêta à b de f de x d de x. Très bien, c'est toujours comme tout à l'heure. Comme f est positif, donc j'ai cette quantité-là qui est supérieure ou égale à 0, et pareil pour celle-là. Et donc, cela me permet de dire que cette quantité, ou bien cette intégrale-là, je peux la minorer par l'intégrale de a de alpha à bêta de f de x d de x. Et bien sûr, lorsque x est donc dans l'intervalle alpha bêta, ça veut dire qu'on est bien dans ces conditions-là, qui veut dire que f de x c'est plus grand ou égal à f de x 0 sur 2. Donc ça, toujours par la croissance de l'intégrale, et ça permet de dire que ça va faire bien sûr f de x 0 sur 2, et bien l'intégrale de alpha à bêta de d de x qui va faire bêta moins alpha. Voilà, f de x sur 2 c'est strictement positif, et bêta moins alpha, donc bêta est différent de alpha, d'après donc ici, alpha il va prendre deux valeurs, donc soit a et x0 moins bêta, et le bêta il va prendre x0 plus le min d2. Alors c'est le max, c'est a, et donc le max c'est a ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x0, donc ça veut dire que le b il va être bien sûr différent de alpha, et cela nous permet de dire que bêta moins alpha est différent de 0. Donc là aussi, c'est strictement positif, puisque ça va être plus grand, le bêta par construction ici, ça va être plus grand que alpha. Et donc tout ça permet de dire que toute cette quantité-là, elle est strictement positive, et qui veut dire que l'intégrale, bien sûr, de a à b de f de x d de x est différente de 0. Voilà encore une fois que si f de x, si f est différent de 0, l'intégrale est différente de 0. La conclusion, c'est que si par hasard l'intégrale est égale à 0, forcément la fonction f est nulle. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc je vais vous donner une petite interprétation géométrique pour ça, pour mieux voir pourquoi on a donc fait la construction. Bien cette construction-là. Alors, voilà, donc la conclusion, bien sûr, on a l'équivalence. Alors, regardez bien, si on a par exemple graphiquement quelque chose de cette façon-là, alors, pas besoin de prendre un axe comme ça, je vais prendre le A ici et le B là. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est par hasard, j'ai donc pour une valeur, alors si je pose pour le premier cas, que pour cette valeur-là, alors, je suppose que donc l'image va être quelque part ici, qui est strictement positive. Eh bien, le fait que f est continu, eh bien, forcément, il doit y avoir un intervalle ici, donc de la forme a plus, par exemple, eta, pour lequel la fonction, il ne peut être nulle. Donc ça veut dire qu'il est strictement positif. Qui veut dire que l'air sous la courbe de cette fonction f, qui va être quelque part, alors comme ça par exemple, je ne sais pas comment, il ne peut pas être nul. Donc il peut pas, l'air ici ne peut pas être nul. Donc c'est pour ça, eh bien, donc si on a supposé que f, s'il existe un point pour lequel f n'est pas nul, eh bien l'intégrale, bien l'air n'est pas nul, et donc c'est pour ça l'intégrale ne peut pas être nulle. Alors c'est ce point-là qu'on avait choisi, était là au milieu, pour le troisième cas.
Si je prends A ici et B par là, si je prends par exemple x0 là, eh bien forcément, il doit y avoir ici, forcément le fait que f est continu. Donc c'est ça ce qui me permet d'avoir cet intervalle-là. Sur cet intervalle-là, eh bien la courbe par exemple, il va faire quelque chose comme ça. Au moins, pour cette valeur-là. Eh bien, qui veut dire que l'intégrale de cette fonction, même si ça par exemple c'est nul jusque-là, eh bien au moins sur cette partie-là, l'intégrale de la fonction, il ne peut être nul. Par exemple, la courbe, il peut faire quelque chose comme ça. Et donc, au moins, l'intégrale ici, puisque le calcul d'une intégrale, c'est tout simplement le calcul d'une aire. Donc, l'aire, au moins, il va continuer cette partie-là qui est strictement positif. Et donc, voilà, si par hasard, il y a un point pour lequel la fonction n'est pas nulle, ben, l'intégrale entièrement n'est pas nulle. Et donc, le résultat le plus utilisé, c'est que si f est positive, ben, l'intégrale est nulle, entraîne que la fonction est nulle. Et du fois, bon, on utilise le plus souvent cette propriété-là de cette façon-là. On va supposer que f, c'est une fonction qui est de classe C sur un intervalle AB, par exemple, vers R. Et bien, si par hasard vous avez l'intégrale de A à B de f de t en valeur absolue, d de t égale à 0, et ça entraîne que f est nul. Alors, on met la valeur absolue ici, c'est pour avoir un signe constant. Donc, si on a une fonction qui est continue, et bien, en mettant la valeur absolue, ça me permet d'avoir le signe constant. Alors, je vais vous donner un contre-exemple si on ne respecte pas la condition de signe constant. Alors, je vais vous donner la fonction suivante, et vous allez voir que si on n'a pas cette condition-là, et bien sûr, ce théorème-là, donc, il tombe à plat. Alors, si je prends la fonction, alors là, je prends 0 par exemple, et je prends 1 ici, et là, j'ai un 1, et là, par exemple, moins 1, et bien, tout simplement, je vais prendre cette fonction-là, c'est la fonction affine, par exemple. Alors, pour cette fonction-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on voit clairement que l'aire de cette partie-là égale à l'aire de celle-là. Et donc, l'aire géométrique, l'aire algébrique, celle-là, elle est positive, mais celle-là, elle est négative. Comme ils sont les mêmes, ben, la somme des deux, ça va faire 0. Alors, si je prends cette fonction-là qui est la fonction, je disais donc, voilà, alors, ça, c'est la courbe de la fonction que l'on peut trouver facilement, puisque là, ça va être y. Alors, l'ordonnée à l'origine ici, donc c'est moins 1. Et là, j'ai un coefficient directeur de 2. Parce que donc là, j'avance de 1 et je monte de 2. Donc j'ai 2x ici. Eh bien, on va calculer l'intégrale ici. Alors, on voit clairement que cette fonction-là, si je prends f de x, qui est égale à 2x moins 1, qui est une fonction affine, elle est non nulle. Alors, je calcule l'intégrale ici, 0 à 1 de 2x moins 1 d de x, qui va faire. Alors, une primitive de 2x, c'est x au carré. Une primitive de 1, c'est x, entre 0 et 1. Donc, pour la valeur de 1, ben, je vais avoir 1 au carré, moins 1. En 0, ça va faire 0. Et donc là, ça va faire 0. Alors, regardez bien, on a bien une intégrale qui est nulle, et pourtant, la fonction 2x moins 1 n'est pas la fonction nulle. Et bien, c'est pour ça, la condition de signe constant est très importante. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Alors, j'espère que j'étais clair sur cette démonstration. Si vous avez des passages que vous n'avez pas pu saisir, vous pouvez m'en faire part et je répondrai volontairement. Merci et à très bientôt.